que l'amour ne guérisse pas l'autre, que l'amour ne suffise pas à enchanter la vie de l'autre, est une blessure dont moi-même je ne guéris pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. Bonjour, bienvenue à Pantelleria. Installée depuis 12 ans à Pantelleria, une île à mi-chemin entre la Sicile et l'Afrique, Carole Bouquet a réalisé son rêve, posséder un coin de terre en Méditerranée. Elle qui a grandi dans la grisaille des villes a toujours eu soif de soleil et de couleurs. Je pense que c'est un des endroits qui m'a le plus séduit quand j'ai rêvé de cette terre, c'est ici. Je trouve que c'est hors du temps, incroyablement poétique. Poétique certes, mais la réalité l'a vite rattrapée, car sur les 10 hectares qu'elle a progressivement achetés, il y avait de la vigne et donc du raisin. Carole, elle s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec du raisin? On fait du vin, voilà. Au départ, c'était pas l'idée alors? Non, au départ, c'était la beauté voilà, de cet endroit, de cette terre. Mais c'était pas pour devenir vigneronne, viticultrice, non, du tout. C'est un accident. Heureux, mais c'est un accident. On va leur dire bonjour, peut-être. Buongiorno! Buongiorno, ciao! Finalmente ti vedo! Ciao! Vous l'avez faite, vous, la vendange, déjà? Quand j'étais enfant, j'ai fait de la vendange, mais non, maintenant, non. Je fais plus. Ils n'ont pas besoin de moi, hein, là, ils ont besoin de moi pour autre chose, pas pour ça. J'aurais un rythme trop lent. En quelques années, avec l'aide d'un œnologue et des gens du pays, la comédienne a appris sur le tas à produire le vin local, le Passito. Dans le chai qu'elle a fait restaurer, elle retrouve sa petite équipe. Bonjour! Ciao! Ciao Nunzio, ciao Gigi. Ciao Alfonso. Ciao! Okay. On goûte, l'assaggiamo? L'autre jour, ils me l'ont fait goûter à 7h du matin, ça c'est un peu à jeun, c'est un peu... Il est absolument sublime, celui-là. C'est celui de l'année dernière. Je le trouve modestement exceptionnel. Est-ce qu'il faut aimer le vin, Carole, pour en faire? Est-ce que c'est obligatoire? Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. C'est pas la peine d'en boire beaucoup, hein. mais je pense qu'il faut l'aimer parce qu'il faut qu'un vin vous ressemble. Il faut qu'un vin ressemble non seulement à la terre, il faut qu'un vin ait une identité très forte. Donc il doit avoir l'identité de la terre qui le porte et l'identité de la personne qui le fait. Et à quoi il vous ressemble, ce vin? Ça, c'est très indiscret comme question. Je sais pas. Je sais pas, il a l'air austère et il ne l'est pas. Je veux dire, la terre a l'air dure, austère, difficile à conquérir, je dirais, volcanique et en fait, ce que produit cette terre est quelque chose d'une douceur immense. Voilà. Je parle pas de moi, là, je parle du vin. Le Passito, ce vin doux et doré, Carole Bouquet en produit chaque année 11 à 12 000 bouteilles. Une production certes modeste, mais ce n'est pas pour devenir une femme d'affaires qu'elle produit du vin. Normalement, on est quelque part. On vient de quelque part. Moi, j'ai l'impression que je viens de nulle part. Donc, j'ai choisi le lieu d'où je viens. Et c'était un endroit qui a du sens pour moi, comme tout le sud de l'Italie. Et je trouve que ma légitimité, elle vient du fait que je produis quelque chose avec cette terre et que j'ai des racines ici, justement, et qu'au fond, je peux me dire que j'appartiens un petit peu à cet endroit. Vado mettermi un po' più avanti, no? Depuis qu'elle séjourne régulièrement à Pantelleria, Carole a noué des liens affectifs très forts avec certains habitants de l'île, notamment ceux qui travaillent avec elle. Ce sont eux qui, patiemment, retournent grappe par grappe le raisin afin qu'il sèche au soleil et entre dans la composition du vin. Et Carole, comment a-t-elle été accueillie par les habitants? Le fait d'être une étrangère fait que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils m'ont un peu protégée, le fait d'être femme encore plus. C'est-à-dire, quand quelqu'un me faisait des saloperies derrière, il n'y a pas d'autre mot, il y avait toujours quelqu'un, un homme, d'ici, qui venait me voir et qui me donnait une information. Parce qu'on avait perdu ma vendange, par exemple. Mon camion avait disparu. Donc, quelqu'un qui me dit en disant « Je ne sais pas pourquoi j'ai vu un camion comme le tien à tel endroit. »
Mais je suis pas arrivée en conquérante, hein. J'ai fait avec eux. On fait les choses avec les gens, mais ça on apprend dans le cinéma, étrangement. On sait qu'on travaille pas tout seul dans le cinéma. Ça tourne. Action. Et c'est de votre faute! C'était une décision collective! Le cinéma, c'est l'autre passion de Carole Bouquet. Un métier qu'elle a commencé dès l'âge de 20 ans, après une enfance et une adolescence passées auprès d'une sœur et d'un père ingénieur qui les a élevés seuls. Carole n'avait que 4 ans lorsque sa mère a quitté le foyer familial. Très vite, sa beauté hiératique va lui ouvrir non seulement les portes du cinéma, mais aussi en faire l'égérie d'une célèbre marque de luxe pour laquelle elle va, pendant une dizaine d'années, devenir l'emblème absolu. Sa carrière au cinéma, riche d'une quarantaine de films, lui permettra d'être à la fois la partenaire de James Bond et de décrocher un César pour le film de Bertrand Blier, Trop belle pour toi. Dans ce film, elle donne la réplique à celui qui sera pendant 8 ans son compagnon, Gérard Depardieu. Loin du soleil de la Sicile, c'est dans les brumes du Luxembourg que Carole Bouquet tourne ce jour-là dans Les Enfants de Timpelbach, un film où elle n'a qu'un petit rôle, mais sur lequel son engagement est surtout d'ordre affectif. Bonjour mon amour! J'ai rarement l'habitude de dire bonjour mon amour au producteur du film. Ça, c'est la première fois. Il faut dire que ce jeune producteur de 25 ans n'est autre que son fils aîné, Dimitri Rassam, dont le père, Jean-Pierre Rassam, décédé il y a une vingtaine d'années, était aussi producteur. Et pour accompagner les débuts de son fils dans la production, Carole a accepté de faire quelques sacrifices. On tourne le 1er novembre, mais le 1er novembre, ça compte double. Oui, donc tu pourrais moins rire, tu es en train de me dire ça te coûte... Pour toi, par contre, ça comptera pas double. Moi... Travaillez pour vos enfants, travaillez gratuit. C'est vachement bien, non? C'était une évidence de faire jouer votre maman dans le film? C'est agréable, c'est marrant de la... Voilà. C'est comme quand elle m'accompagnait au sport, là elle me suit, voilà. Elle me suit à l'école. Donc ouais non, c'est... De toute façon tu fais jouer une marâtre hein, quand même. Voilà. Je suis très coincée dans le film. Hein. Pas du Vous allez tout, voir un peu l'image qu'il a de sa mère. C'est une catastrophe. Il me manque plus que le fouet, hein, pratiquement, ou une cravache. Non, elle a pas d'enfant, elle aime pas ça. Avec le film? Ouais. Dans la vie, elle en a, mais elle les aime pas non plus. Mais... On a le sens de l'humour dans la famille. Coiffée, maquillée et emmitouflée, c'est maintenant Carole Bouquet, l'actrice, qui rejoint le plateau de tournage situé en plein cœur de la forêt luxembourgeoise. Et même à des milliers de kilomètres de son île sicilienne, elle a encore des réflexes de vigneronne. Il y a peut-être des vignes dans le coin. On m'a parlé de vignobles incroyables dans le Luxembourg. Il m'a pas fait pour moi. Sur le film Les Enfants de Timpelbach, tout le monde est payé au tarif syndical, car Dimitri Rassam, le producteur, a préféré investir l'argent dans les nombreux décors et costumes de ce conte fantastique. Les conditions de tournage pour Carole Bouquet sont donc loin de son traitement de star habituel. Il n'y a pas votre nom sur le fauteuil? Non, ça part à volo. Ça part à volo. Vous pourrait avoir ça avec le producteur quand même. Je dois avoir un trône, un truc, je sais pas, enfin bon. Je crois qu'aujourd'hui, tu dis vraiment rien, quoi. T'es juste là... Ah, aujourd'hui, je dis tout à l'heure de la figuration, très intelligente, mon chéri, mais... Est-ce que c'est facile, Carole, d'avoir son fils comme producteur d'un film dans lequel vous jouez? C'est joyeux, oui. Il y a un défaut, c'est que j'ai du mal à l'envoyer balader, quoi, ou à me plaindre. Et j'apprends que cet après-midi, par exemple, je vais pas tourner. Donc, sur un tournage normal, je crois que je fâcherais. Et Dimitri, quel regard porte-t-il sur sa mère? C'est quelqu'un de très affectueux et autoritaire. Elle est pas cool, elle est formidable, mais elle est pas cool. Je peux pas m'habiller d'un côté, te regarder, ou alors j'ai une tête qui se dévisse, ce qui serait absolument génial, on pourrait la breveter, mais c'est pas possible. Quand j'étais petit, pour moi, c'était, enfin même pas quand j'étais petit, jusqu'à aujourd'hui encore, aujourd'hui c'est le général ou le dragon. Ok, coupé. C'est coupé, merci. C'est quelqu'un de très affectueux, hein, c'est-à-dire qu'elle est, elle reste très présente, mais c'est pas un boulet. Voilà. Un petit demi-cachet, quoi. Fin de tournage pour Carole, fini les brumes du Luxembourg. Retour sous le soleil de Pantelleria chez Carole, où Gigi prépare la pizza. C'est une sensualité, c'est dément. C'est comme une peluche. Le vrai secret de la pizza, c'est ça, c'est le travail de la pâte. Hein? Non, cello! C'est extrêmement... c'est fatigant.
attends, il faut une force, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça a l'air de rien, là. Hein. J'ai l'air détendu. J'en peux plus. Gigi, viens dire. On n'est pas so cute. Je vais me faire 100 mètres, la maison. Vous cuisinez, vous, Carole? Ici, je fais rien, c'est tout. C'est tout, Gigi, les pâtes, tout. Et quand il n'y a pas de Gigi, alors? Bah, quand il n'y a pas de Gigi, c'est moi, mais c'est moins bien, hein. C'est pourquoi ce soir, c'est Gigi, le roi de la pizza. Là, si ça tombe, on n'est pas dans la merde, là. Attention, vas-y. Attention, c'est chaud, hein. Tu veux? Mais pourquoi tu la manges, toi? Je t'en ai pas donné à toi. C'est incroyable. Comme elle le fait souvent lorsqu'elle est à Pantelleria, Carole reçoit ce soir ses amis, principalement des voisins et des gens qui travaillent sur le vignoble. Le problème, c'est que Gigi fait très très bien la cuisine, tout le monde le sait. Et que quand j'invite quelqu'un, la maison entière vient. Et donc ils viennent à 4, à 6, à 8. Et chez moi, en général, ils disent rarement non. À cause de Gigi, pas de moi. Hein. Quand vous travaillez pas, quand vous n'êtes pas en train de tourner, ici, c'est votre refuge, c'est un peu le... C'est plus un refuge. Avant, c'était un refuge. Maintenant, j'irais presque me réfugier ailleurs. C'est vraiment pas un lieu de villégiature, c'est un lieu de travail. De temps en temps, c'est lourd. Donc, ce matin, je me suis réveillée en rêvant d'un hôtel. D'un hôtel, bien sûr, je suis invitée. Hein, pas un hôtel à moi, mon Dieu. Un hôtel en disant, voilà, je veux plus m'occuper de rien. De rien. Alors parfois Carole s'offre le luxe inouï de ne rien faire du tout. Sur son bateau de pêche, conduit par Gigi, elle prend le large. J'ai besoin de l'Italie depuis très longtemps. Le sud de l'Italie me rassure parce qu'il y a des millénaires de ma culture. Je sais que je viens de là, comme j'ai peut-être des problèmes d'identité, je sais pas, mais en tous les cas, là, je sais que il y a mes racines. Quelle beauté, quelle tranquillité dans cette île des vents, c'est cela, Pantelleria? Oui, tranquillité, j'emploierais pas ce mot pour moi. J'étais sûre. Vous dites que vous commencez par craquer maintenant. Mais c'est-à-dire que c'était un rêve, et une fois que le rêve est réalisé, il y a les conséquences du rêve. Et c'était vraiment votre rêve? Le rêve, je pense, c'était l'Italie. C'était des racines, c'était une origine, c'était appartenir. Donc maintenant que j'ai l'impression que je suis en partie italienne, puisque je suis légitime, puisque j'ai de la terre, maintenant j'aimerais effectivement y être née et donc plus avoir à m'en occuper, presque, je dirais. Et juste avoir à en profiter, parce que c'est devenu un vrai travail. Alors, c'était une véritable envie de vous enraciner là-bas? Oui, je me sens incroyablement rassurée dans tout ce qui est en dessous de Lyon, déjà, on commence. Hein. Ça veut dire, il me faut, moi, de l'huile d'olive, de l'ail, des tomates et du basilic. Pourquoi? C'est en fait très simple. L'idée pour moi, la promesse de bonheur quand j'étais petite, c'était mon arrivée en train à Toulon, où ma mère habitait. Voilà. Ce qu'il faut dire que vos parents se sont séparés très tôt. Quand j'étais petite. Toute petite, et vous avez grandi avec votre père, c'est cela? Et puis retourner dans le giron donc maternel, j'imagine que c'est lié à la mer aussi, tout ça. Complètement. L'absence de la mer. Oui, et du coup, me voilà en Méditerranée. Hein. Ah non, mais moi je mets... Bonjour, monsieur Freud. Enfin, je suis pas tellement compliquée à comprendre. Moi-même, je fais les choses, mais c'est vrai que quand je les raconte, c'est d'une simplicité... Voilà. Et d'où vient cet amour du vin, de la vigne? Moi, je me suis demandé... Alors, vous allez peut-être dire, oh là là, non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez eu comme compagnon Gérard Depardieu. Oui. Non, mais l'amour du vin a commencé avant. Non, mais je me suis dit, est-ce que c'est ensemble? Parce qu'on sait qu'il a des vignes aussi. Oui. Est-ce que c'est un projet qui est né à ce moment-là ou c'était avant? Non, le Pantelleria est très éloigné de lui parce que c'est quelqu'un du Nord.
C'est quelqu'un qui aime la pluie et la Normandie, pas le sud. Je crois que je lui ai peut-être donné un peu le goût du sud, mais c'est dans l'autre sens. Mais c'est pas son territoire, c'est pas là où il se sent bien, contrairement à moi. Donc non, c'est même presque. Je voyais bien que il fallait que je force même quelquefois si c'était des vacances ou des moments. Je veux dire, c'était pas un lieu vraiment qu'il comprenait. Pourquoi trop retiré? Non, parce que trop austère. Je crois qu'il a besoin, je pense, dans un paysage de plus de douceur. Et donc ça vient pas de ça. Et l'amour du vin vient d'une découverte à 20 ans avec le père de mon fils aîné, où je n'aimais pas ça. J'avais 22 ans, même, je me souviens. Hein, voilà. Et j'ai bu un soir dans un restaurant très connu à Paris un Bordeaux merveilleux. Et moi qui n'aimais pas ça, c'est une douceur, une volupté m'a envahi. Et de là, j'ai commencé à aimer le vin. Quelquefois un peu trop. C'est vrai? Oui, j'ai pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, j'ai pas le sens de la mesure. C'est intéressant que ce soit vous qui le disiez, justement, parce qu'on pense que tout est très, très, très retenu, et c'est le contraire. Et en fait, vous aimez la vie, vous aimez la bonne chair, vous aimez bien vivre. Voilà, oui, je me fatigue moi-même. C'est-à-dire, j'aimerais arriver à ressembler peut-être à ce que renvoie l'image, c'est-à-dire quelque chose de posé, calme, harmonieux, que je ne ressens pas comme ça intérieurement, je peux vous dire. Apparemment, vous êtes une cocotte minute, en ébullition. Alors, être propriétaire quand même d'un domaine viticole, s'occuper d'un chai, c'est un métier d'homme. Et là aussi, c'est intéressant parce que vous représentez la féminité et en même temps, garçon manqué. Oui, mais j'ai été élevée par un homme. Donc, votre père, oui. Par mon père. Donc, et les codes de la féminité, je les connais pas, je les ai pas appris, je les ai inventés très tard parce que c'était quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. Et il n'y avait pas ma maman pour aider à donner le mode d'emploi. Et vous vous aimiez, étant adolescente ou pas? Non, je me regardais pas. Vraiment, je me regardais pas. Je voyais bien dans les yeux des autres, parce que j'avais des hommes d'ailleurs, pas tellement des jeunes gens, des hommes qui me regardaient beaucoup depuis que j'ai 12-13 ans, dont des amis de mon père d'ailleurs. Mais donc je voyais bien que... C'était difficile, ça, à supporter? C'était étrange. C'était étrange, surtout quand vous... Parce que je comprenais pas. Je comprenais pas, et si je comprenais, bien évidemment, c'était forcément incroyablement sexué, et ça me foutait les jetons, voilà, tout simplement. Donc je préférais très souvent pas me montrer ou pas... En fait, un peu cacher, castrer cette féminité qui commençait à surgir malgré vous, c'est ça? Oui, parce que je savais pas bien quoi en faire. Et en même temps, je m'en sentais presque coupable. J'ai fait la paix, heureusement, quand même assez vite. Vous dites que si vous aviez une fille, vous lui auriez transmis beaucoup de colère, sans le vouloir. Oui, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense que j'étais en manque, en colère. En manque de quoi et en colère de quoi? En manque de protection, en manque d'enfance. Mais d'enfance de petite fille. Oui, c'est ça, parce voilà. qu'un père, ça protège normalement. Oui, mais un père tout seul qui est perdu devant... et qui ne sait pas demander de l'aide, et qui vit seul avec ses deux filles sans que personne mette les pieds à la maison. Parce que s'il y avait eu d'autres gens, de la famille qui venaient, qui étaient intervenus, ça aurait été complètement différent. Mais on était en fait complètement seuls, ma sœur, moi et mon père. Et comme en plus il était silencieux, il n'était pas bavard, et qu'il ne parlait pas de ses émotions... Vous imaginez ce que pouvaient être des dîners ou des journées avec mon père. J'avais pas de compte à régler. C'est pas joli de le dire comme ça, mais j'ai eu pendant quelques années des comptes à régler avec ma maman. Voilà. Donc forcément, j'en aurais eu à régler avec une petite fille, si je puis dire. Ça interfère.
Il n'y a rien à faire. Vous avez pu lui dire à votre mère à quel point vous avez manqué? Oui, elle le sait. Elle le sait. Oui, elle le sait. Et elle le sait, et c'est une souffrance mutuelle, je pense. C'est-à-dire qu'elle passée à côté de l'une de l'autre. Elle a fait parce qu'elle n'a pas pu faire autrement. Voilà. Il a décidé que c'était lui, ce qui est très rare à l'époque, qui aurait la garde des enfants. Il l'a eu. Et ma mère n'a pas osé aller contre la décision de mon père. De par son éducation, de par qui elle était, elle n'a pas osé se battre. Elle n'a pas osé revendiquer quelque chose auquel elle avait droit. Elle a pensé qu'elle n'y avait plus droit. Elle s'est laissée imposer. Vous êtes construite à l'inverse. Hein. Oui. C'est vous qui dictez. Pas de faiblesse. Oui. J'en ai plein, mais dans certains domaines. Pas celle-ci. Non, pas là. Il faut tenir tête aussi aux hommes, Carole. Je crois qu'il faut tenir tête à soi-même. Et que quelquefois, forcément, pas quelquefois, toute ma vie, on se laisse embarquer par amour, par compassion, par plaisir, par désir, et que à ce moment-là, on ne tient plus tête. Non, quelquefois, on dérive avec. Quelquefois, aussi parce que même si quelque chose ne va pas, on ne veut pas abandonner l'autre. On préfère souffrir soi-même que de partir. C'est pas facile de partir, je trouve, parce que moi, en tous les cas, et chez moi c'est un sujet fragile, j'ai l'impression d'abandonner. Donc il faut me pousser très loin pour que je m'en aille. D'un coup, c'est un problème de survie. Voilà. Et à ce moment-là, je m'en vais. Mais il faut aller très loin, oui, parce que sinon, j'ai l'impression de faire ce qu'il y a de pire. Pas à un homme, à un être humain, et ça revient à un enfant, c'est-à-dire d'abandonner. Ouais. J'ai le sentiment que quelle qu'ait été votre vie, vos amours, vos passions, les films, les enfants étaient prioritaires, compte tenu de votre enfance, c'est ça? Oui, c'est un territoire où je deviens effectivement féroce. Mère, complètement, jusqu'au bout des ongles. Oui, complètement. Il était impératif de vous engager dans une association, puisque vous êtes porte-parole de la Voix de l'enfant, qui s'occupe des enfants en détresse. Oui. J'ai vu que je pouvais bien faire, être utile. Parce que cette souffrance que j'entendais, qui se manifestait, cet appel des enfants, voilà, me laissait vraiment pas indifférente. Et quand j'avais des politiques qui me disaient mais patience, il nous faut du temps, j'avais du mal à entendre ça. Je veux dire, c'est vrai que je suis pas patiente et que je disais mais je peux pas non plus expliquer à des enfants qui souffrent que on va trouver la solution dans quelques années. Je disais non, ça c'est pas possible. Mais quand vous étiez plus jeune, vous recherchez protection auprès d'un homme, j'imagine. Non, c'est pas la protection. C'est pas la protection. Non, je cherche. Je pense à votre premier époux, hein, Jean-Pierre Rassam, le père de Dimitri. Oui. Ah non, c'était pas la protection. Pas la protection. Non, c'était. Alors si je parle de joie, d'enchantement, c'était ça. J'ai découvert la vie avec lui. Je l'ai apprécié. C'est lui qui m'a donné envie de vivre. C'est lui qui m'a donné envie de vivre. Parce que c'était à ce point-là, Carole, oui, de non-envie de vivre de votre part. En tous les cas, en attente. En attente. Voilà, en tous les cas, en attente. Peut-être une envie féroce, mais en attente. Et là, est arrivé devant moi, je sais pas, c'est un coup de foudre aussi, hein, parce que ça s'est passé en quelques secondes, alors que d'autres l'auraient regardé en me disant « Carole, tu es folle », et d'autres lui ont dit d'ailleurs à l'époque. Enfin, tu penses pas que vu l'état dans lequel tu es, et j'écoutais derrière la porte, elle va t'aimer. Ouais. Oui, il prenait beaucoup de substances, c'est ça? Oui, à cette époque-là, et puis il était tout maigre, et puis il avait perdu, il avait plus d'argent, il avait tout perdu, soi-disant. Mais moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'était qu'un homme ait renoncé au pouvoir, qu'il l'ait eu et qu'il l'ait renoncé. Et puis il était d'une intelligence et d'une drôlerie qui faisait que je pouvais parler jusqu'à... Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, parce qu'à l'époque je parlais pas du tout. Donc lui parlait et j'écoutais jusqu'à 5h du matin, il me racontait le monde, il me racontait la vie. C'était merveilleux. Donc moi je n'ai pas vu le côté mortifère, jamais. Et quand il est mort, des gens m'ont dit mais quand même tu savais qu'il était en danger de mort. Je fais non, j'ai jamais vu ça moi. Mais vous aimez les gens atypiques? Les gens différents, les gens qui aiment la vie, qui l'attrapent comme ça à pleine main. Atypiques, c'est sûr, oui. Mais ils peuvent être atypiques de façon très différente, voilà. Mais c'est vrai que
C'est toujours la vie que vous allez chercher, qui était Oui. la soif jusqu'à l'excès de vie, tout le temps. Tout le temps, oui. Ça me rassure, ça me fatigue et ça me rassure. Carole Bouquet commence sa carrière dès l'âge de 20 ans. Très vite, sa beauté va lui ouvrir les portes du cinéma, mais aussi en faire l'égérie d'une marque de luxe pour laquelle elle va, pendant une dizaine d'années, devenir l'emblème absolu. À cette époque, elle partage la vie du producteur, aujourd'hui disparu, Jean-Pierre Rassam. J'ai découvert la vie avec lui et j'écoutais jusqu'à 5h du matin, il me racontait le monde, il me racontait la vie. C'était merveilleux. Sa carrière au cinéma, riche d'une quarantaine de films, lui permettra d'être à la fois la partenaire de James Bond et de décrocher un César pour le film de Bertrand Blier, Trop belle pour toi. Dans ce film, elle donne la réplique à Gérard Depardieu, son compagnon pendant 8 ans. Aujourd'hui, au Théâtre de l'Atelier, Carole Bouquet lit les lettres enflammées du poète Antonin Artaud à son grand amour, Génica. Bonsoir, Carole Bouquet. Heureuse de vous trouver ici en face de moi, vous plutôt rare à la télévision. Oui. Alors ce soir, pour parler d'un thème que vous-même vous portez sur scène, l'amour. Vous avez entendu la passion amoureuse. Vous avez entendu donc les théories des scientifiques, Lucie Vincent. Donc l'amour. Oui, que la passion ne peut durer que 3 ans, c'est ça maximum. Voilà. Mais donc, le temps de procréer. Oui, c'est ça, le temps de procréer. Donc, si je comprends bien, à partir d'un certain âge qui nous concerne toutes les deux sans être... voilà. En fait, maintenant, on peut choisir le temps que ça dure, puisque nous ne sommes plus vraiment complètement... Notre vie n'est plus dictée complètement par les hormones. Donc, au fond, nous, on peut décider que ça dure... la procréation. Voilà, la procréation. Donc, ça peut durer 3 jours ou 20 ans. Exactement. En fait, maintenant, nous sommes libres. Donc, je conseille à toutes les femmes d'avoir notre âge. À peu près, voilà, 50 ans. Voilà, c'est parfait, c'est idéal. Ah, vous avez tout compris. Mais avant de parler des lettres que vous lisez actuellement, vous-même, aimant la passion, ou vous la tenez à distance? Je crois qu'on ne choisit pas beaucoup. C'est ça, finalement. C'est ça qu'on n'est pas très libre. Donc on ne s'appartient pas vraiment, finalement. Pas tant que ça, non. Pas tant que ça, même peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette théorie, justement, que l'amour serait une construction, finalement, intellectuelle après la passion, après le désir? Ah, ça, c'est certain. Mais je pense qu'elle l'est depuis le départ. J'ai eu la chance de rencontrer Lucie Aubrac dans ma vie et parce que... Grande résistante. Oui, et parce que j'ai fait un film sur sa vie. Elle a rencontré son mari à 23 ans, Raymond, et elle a vécu toute sa vie jusqu'à l'âge de 90 ans avec lui. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà 82 ans. Et chaque fois, elle me le présentait en me disant « Il n'est pas merveilleux ?» Carole, franchement, est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Donc, bien évidemment, je lui disais oui, mais c'était son regard à elle. Et la première chose dont elle m'a parlé, c'est de sexualité. C'est une dame de 82 ans qui était une grande résistance, qui était agrégée d'histoire, donc une grande intellectuelle, m'a dit il faut bien faire l'amour, c'est très très important. Hein, m'avait-elle dit. Je me suis dit, c'est drôle comment entrer en matière. Oui, pour le voir. Oui, mais comme un avertissement à une... Et j'étais pas une très jeune femme, hein, quand je l'ai rencontrée, j'avais plus de 35 ans. Mais elle me l'a dit tout de suite. Mais en me disant, la première nuit que j'ai passée avec Raymond était et c'est très important. Vous étiez seule à ce moment-là? Non, elle ne vous a pas senti seule. Elle avait besoin de vous donner un avertissement. Non, pas du tout. C'était comme ça. Non, après, je lui ai pas demandé pourquoi. J'aurais peut-être dû lui demander. Est-ce que je vais mal? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Elle a peut-être vu, puisqu'elle avait effectivement cet âge-là, quelque chose en moi en disant il faut que je lui parle de quelque chose. Il faut qu'elle entende. Que l'amour doit rester jusqu'au bout, voilà. Oui, dire quelque chose de charnel, quelque chose de physique, oui. Alors, vous êtes jusqu'au début novembre au Théâtre de l'Atelier où vous lisez la correspondance du comédien, metteur en scène, poète Antonin Artaud. Lettre d'amour fou, hein, qu'il écrivait à sa dernière, je crois que c'est la dernière maîtresse, non? Non, c'est la première, mais sauf qu'il l'a écrit jusqu'à la fin. C'est la première. Ah, la première, Génica Athanasiou. Absolument, c'est la première. Donc, il ne sera jamais rassasié, il appellera toujours au secours.
et il pensera toujours qu'on ne l'entend pas. Pourquoi vous avez choisi, vous, justement, de lire ces lettres, qui sont des lettres d'amour, mais des lettres aussi du mal-être, du mal de vivre, de quelqu'un qui est dans la souffrance, effectivement, qui prend des drogues. Pourquoi vous avez eu envie de lire? Parce que c'est des textes qui m'émeuvent, parce que c'est des textes qui me bouleversent, qui continuent à me faire pleurer, parce que l'amour ne guérisse pas l'autre, que l'amour ne suffise pas à enchanter la vie de l'autre, est une blessure dont moi-même je ne guéris pas. C'est-à-dire que des années après, finalement, parce que c'est ce que vous avez vécu avec votre premier mari et le père d'un de vos fils, Jean-Pierre Rassam, j'imagine que c'est à lui que vous faites référence. Ça a été l'expérience la plus douloureuse de vie. Ça a été une expérience merveilleuse. C'est un homme qui m'a enchantée. Vraiment. Et malgré tout l'amour que j'avais, oui, j'avais 20 ans, j'ai pas réussi à le protéger. J'ai pas réussi mais parce qu'on ne peut pas. Et il était dans ce même mal de vivre, votre premier grand amour. Différent. Mais quand même. Ouais. Différent. Mais avec une difficulté, avec le réel. Mais ça veut dire, Carole, que... Même si l'autre vous aime, cet amour peut être partagé, il ne suffira pas. C'est ça le constat le plus enrageant, mais en même temps... Ça veut dire qu'il y a encore un sentiment de culpabilité, entre guillemets, enfin non, pas du tout. Vous enragez de ne pas vous aussi l'avoir sauvé? Non, plus maintenant. Mais c'est pas un constat que je trouve si rigolo. Je trouve que c'est immensément dommage, pour le dire légèrement, que l'amour, encore une fois, ne suffise pas. Et qu'est-ce que vous attendez, vous? Qu'est-ce que vous avez attendu d'un homme? Qu'est-ce qu'il doit apporter? De l'émerveillement. Et puis c'est un territoire de toute façon qui n'est pas le mien, donc ils sont presque tous séduisants, je dirais. Je crois que finalement. Parce que c'est une terre étrangère vraiment pour moi, donc je dois dire qu'ils m'intéressent. Tous. Oui, parce que ils sont si différents de moi, donc j'ai pas de critères du tout. C'est vrai que vous avez aimé des hommes différents. On en connaît quelques-uns parce que ça a été public, le reste, ça vous appartient. Oui. Mais je pense à Gérard Depardieu, dont on parlait dans le sujet. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, lui? La démesure. Oui. Vous aussi? Quelqu'un d'excessif? Oui. Ça se voit moins. J'ai moins de volume, mais dans la tête. Mais la poésie. Et lui aussi, quelqu'un de très fragile, dans le fond. Comme tous les poètes, c'est un poète, plus qu'un acteur. Qui aime aussi la vie. Tout en ayant peut-être... Tout en rouspétant, Il vitupère en permanence maintenant. C'est vraiment... Mais justement, les gens qui râlent, faut toujours se méfier. Moi, je trouve des gens qui parlent comme ça, tout doucement. Voilà, ceux qui rouspètent, et puis des colères terribles, ça veut dire qu'on est en vie. Il faut trouver des mots, il faut trouver des gens qui justement vont vous émerveiller, vont vous enchanter, qui vont vous faire rire. Le rire est c'est mon médicament à moi. C'est vrai? Oui, voilà. Le rire et la lumière. Alors, Gérard Depardieu disait qu'il était aussi important d'être comédien qu'agriculteur, je crois que c'est ce qu'il dit, ou viticulteur. Partager, il disait. Partager, voilà. Voilà. Mais que les deux étaient importants, c'est quelque chose que vous comprenez bien, vous. Je ne le comprends pas de la même manière que lui, mais j'ai une terre, ma terre, que j'ai choisie à Pantelleria. Parce que vous êtes une femme de paradoxe, dans le fond. Oui, mais je pense qu'on est tous faits de paradoxes, mais tous. Mais moi, peut-être. Moi, particulièrement. Oui. Mais femme fatale, en tout cas au regard des autres, et vrai garçon manqué, dans le fond. On voit, vous avez une façon un peu presque virile, j'allais dire, de manager, non, de diriger. J'ai été élevée par un homme, donc moi j'appréhende la vie comme un garçon.
Oui, vous étiez toute seule avec votre, Oui. avec votre sœur et votre père. Oui, hein, qui oui, vous avez élevé seul. mais le modèle, tous les jours, c'était un homme. Je me suis jamais posé la question si une femme devait travailler ou pas, moi. Je veux dire, c'était évident qu'il fallait travailler, être indépendante. Et puis j'ai eu la chance de naître à un moment donné où on a déjà le droit de vote, où notre corps nous appartient, où il n'y a pas un domaine réservé à l'un ou à l'autre, si. L'éducation des enfants, je me le garde. Mais jeune, vous aviez conscience de votre beauté, de votre extrême féminité? Non, ou féminité, pas du tout. Je me déguisais en fille. C'est un déguisement. Un déguisement pour moi d'être fille. Mais... c'est toujours un peu déguisement. Et parce que là, vous êtes magnifique là, avec cette robe. Oui, je me suis déguisée habillée pour venir. Oui, je me suis habillée en fille, mais j'ai vraiment l'impression de me déguiser en quelque chose que je suis d'ailleurs. Mais j'ai quand même un peu de... Voilà. Et à quel moment vous avez vu quand même qu'il se passait quelque chose dans le regard des hommes? Tôt, vers 12 ans. Ah oui? Oui, oui. Ah oui, c'est jeune. Très tôt. Et comment vous avez réagi à ça? Une trouille. Mais comme toutes les jeunes filles, je pense, vraiment, alors pareil, peur, en me disant, mais qu'est-ce que je fais de ce désir? Et c'était pas du tout bienvenu, hein, je dirais, parce qu'il me paralysait. Il se trouve qu'on me regardait beaucoup, donc... mais moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. J'étais un peu gourde. Je me demandais ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, maintenant, je le sais. Mais moi, même quand j'avais 20 ans, hein, j'étais actrice, j'avais 18 ans, 20 ans, je commençais 18 ans. Toute jeune, oui. Oui, mais quand on me regardait, donc je me cachais. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent? J'avais toujours pas compris. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Cela dit, vous pouvez toujours vous poser la question. On se la pose toujours, oui, non? Oui, on se la pose, mais on connaît. C'est comme avoir un jeu de cartes. Hein. Quand on sait jouer aux cartes, c'est mieux. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que justement, vous jouez avec votre beauté. Je vois que vous me regardez, vous vous dites qu'est-ce qu'elle va me sortir. Vous avez vu? J'ai vu l'œil. Voilà. Vous êtes amusé à vous enlaidir. Vous vous souvenez? Ah, j'adorerais, mais j'aimerais le faire plus souvent. Je voudrais pouvoir jouer la sorcière dans Blanche-Neige. Je voudrais qu'il y ait une adaptation de Blanche-Neige. Lancez un appel. Ah, là, c'est juste une pub. Oui. Vous vous rappelez? Non. Non, bah regardez. Carole Bouquet, la plus grande comédienne du monde. Enfin, du quartier. Pour plaire à son public, il faut être frais et plein d'ardeur, même si l'on porte un appareil dentaire. Et le secret, c'est de bien le nettoyer. Moi, pour nettoyer mon appareil dentaire, j'utilise Pilodent. Seul Pilodent double action à 2 faces. Carole, je vous en prie. Oh, il insiste. Alors, n'oubliez pas, pour bien nettoyer votre appareil dentaire, Pilodent. Oui, mais là, je suis pas vraiment... C'est d'une gourde. Oui, mais c'est une... Mais c'est amusant, quand même. Oui, c'était très amusant à faire. J'ai eu beaucoup de mal parce que je riais. Mais encore une fois, je voudrais jouer des rôles de sorcière. Mais avant d'avoir l'âge au fond, de le faire. Donc, je voudrais le faire maintenant. Déguiser, mon métier, c'est fait de déguisement. Bien Donc, sûr. quand je suis déguisée juste en fille qui me ressemble un peu, bon... C'est pas assez, j'aimerais que ça soit plus. Alors, Carole, on est allé demander à votre fils Dimitri Rassam quelle image il avait de vous. Écoutez. Bonjour mon amour. J'ai rarement l'habitude de dire bonjour mon amour au producteur du film. En 2007, Carole Bouquet a accepté de jouer quelques scènes dans le film Les Enfants de Temple Bar, produit par son propre fils, Dimitri Rassam. Mais est-ce si facile de tourner avec sa mère? C'est quelqu'un de très affectueux et autoritaire. Elle est pas cool, elle est formidable, mais elle est pas cool. Je peux pas m'habiller d'un côté, te regarder, ou alors j'ai une tête qui se dévisse. Et travailler avec son fils producteur. C'est pas possible. C'est joyeux, oui. Il y a un défaut, c'est que j'ai du mal à l'envoyer balader, quoi, ou à me plaindre. Et j'apprends que cet après-midi, par exemple, je vais pas tourner. Donc, sur un tournage normal, je crois que je fâcherais. Quand j'étais petit, pour moi, c'était, enfin même pas quand j'étais petit, jusqu'à aujourd'hui encore, aujourd'hui c'est le général ou le dragon. Ok, coupé. C'est coupé, merci. Un dessin animé. Demi-journée. Un petit demi-cachet, quoi.
Donc, dragon autoritaire, vous y retrouvez? Oui, je Les couvents, les le couvents. suis, je pense, avec tous ceux que j'aime. Ça. C'est-à-dire que si je ne le suis pas, au fond, les gens peuvent s'inquiéter. Ça veut dire que je ne les aime pas ou qu'ils me sont indifférents. Plus exactement, c'est vrai que en fait, j'organise. cool, Oui, j'organise. J'ai un côté chef scout. Et quant à... Vous avez le côté général où je continuerai toute ma vie, oui, à lui dire de ranger ses affaires. Vous êtes sacrément maman poule, mais vous êtes un peu père, en fait, et un peu mère. Il y a un peu des deux. Oui, j'ai fait les deux. Et voilà. Ben oui. J'ai fait les deux, mais j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée. Alors cela dit, mon père ne parlait pas, contrairement à moi qui parle. Et votre mère puis il y avait surtout. oui. Et puis c'est surtout qu'on s'ennuyait ferme chez moi et qu'il y avait personne qui passait. Moi, j'ai fait le contraire. Ma maison était ouverte vraiment, et on était nombreux à la maison durant toute leur enfance. Donc, parce que j'ai essayé que, général peut-être, mais en tous les cas, c'était joyeux. Enfin, je crois, c'était joyeux. Et comment vous avez combiné, parce que c'est difficile pour beaucoup d'actrices, hein, de combiner la vie de famille, les enfants, de les garder, de les protéger et de faire sa carrière. Beaucoup ont fait des choix d'ailleurs de carrière, ce que vous n'avez pas fait. Ça n'a pas été difficile pour moi du tout, encore une fois, parce que la nécessité vraiment profonde, intime, était d'être avec eux. Je veux dire, et mon plaisir était d'être avec eux. Donc, et de les protéger de ma vie publique. Et puis, sur le fait de partir loin d'eux, quand j'ai fait l'école à la maison, j'ai fait l'école sur les tournages. J'emmenais des maîtresses d'école, moi. Oui, j'ai une espèce de roman Michel, j'emmenais à manger. Quand par exemple, j'ai tourné, je les avais avec moi, j'emmenais les maîtresses d'école. L'école me disait que c'était pas bon pour eux, pour lorsque des conneries. J'ai dit, écoutez, d'accord, je vais les laisser pendant des mois, et j'ai fait ça pendant des années. Et puis à un moment donné, quand Dimitri a eu, c'est très simple, 11 ans, je me suis dit, je peux pas amener une école entière, je peux pas amener 12 professeurs. Voilà, j'ai pu faire ça et je suis plus partie. Donc j'ai tourné beaucoup moins et j'ai recommencé quand le plus petit a eu 17 ans. Tout d'un coup, je suis partie en Argentine pour la première fois pendant 3 mois. Ça faisait 10 ans que j'étais pas partie loin. C'était pas par devoir, c'était mon plaisir. Et malheureusement, ils ont grandi. On vous sent gourmande d'ailleurs quand vous le dites. C'est un vrai plaisir. Oui. Et malheureusement, ils ont grandi, donc j'ai moins à organiser leur quotidien. On vous sent dépité. Et c'est dommage. Mais ils ont l'air de dire, maman, lâche-nous un peu maintenant. mais non, ils sont. Mais l'amour parfait, il existe. L'amour de mes enfants, le leur, est de l'hydromel, est une volupté, ça, qui est peut-être ce qui me guérit de tout. C'est la certitude. Si jamais ils regardent cette émission, ils vont me dire non, parce qu'ils ont le sens de l'humour et l'un et l'autre en disant mais que tu crois qu'on t'aime, pas du tout, on fait semblant. Mais c'est pas l'amour que j'ai pour eux, ça. Mais c'est le fait qu'ils m'aiment et que je pour la le vie, sache. c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, ça, mais voilà, me garde en vie, me gardera en vie longtemps. Vous pensez toujours que l'amour est un miracle à chaque fois? Ça dépend de ce qu'on appelle un miracle. Finalement. Je n'y crois pas sur Terre. Hein. Comme je crois que je n'ai qu'une vie. Donc très déçu finalement pas du tout. de l'amour entre... Non, je ne suis pas déçue du tout. Je ne suis pas déçue de cette vie. Alors ça, pas du tout. Non, mais vous aimeriez vieillir auprès de quelqu'un? Bah d'abord, est-ce que j'ai envie de vieillir Qu'est-ce que je veux dire Oui. Non, mais je suis déjà pas un poulet de printemps. Hein. J'ai pas. Vous êtes magnifique, oui, Carole. mais je suis pas une jeune fille. J'ai 50 ans, donc j'ai l'âge d'être de la vie maintenant. C'est le milieu de la vie. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est le milieu de la. Oui, c'est le début de la fin. Il y en a qui vous expliquent que c'est, vous savez, surtout les actrices en ce moment. Je trouve que les actrices qui ont 50 ans vous expliquent qu'effectivement, non, c'est pas le début. Certes, on vit beaucoup plus longtemps. C'est peut-être la moitié. Mais en tous les cas, c'est la moitié de la fin. On va vers la vieillesse. Je ne peux pas rajeunir. Je veux dire, je ne suis pas. Mais ça me va. Mais donc, est-ce que j'ai très envie de vivre, vieille? Pas tant que ça. N'hésitez pas à vous abonner
ça ne coûte rien et à commenter les vidéos.